Le 7 juillet 1944, le Standartenführer Kurt Panzer Mayer se tenait sur la tour de pierre de l'abbaye d'Ardenne, surplombant le bocage au nord de Caen. À 33 ans, il était le plus jeune commandant de division de l'armée allemande, et il était absolument certain d'avoir résolu l'équation de l'invasion. Il avait positionné son élite, la 12e division SS Panzer, à 24 km à l'intérieur des terres, bien au-delà de la portée de tout canon naval jamais construit. Il avait 20 000 adolescents fanatiques équipés des meilleurs chars du monde, des panthères et des tigres qui pouvaient détruire n'importe quel blindé allié à 2000 mètres. Il avait le bocage, les anciennes haies de Normandie comme forteresse naturelle, des murs de pierre, des chemins creux et des racines épaisses qui rendaient tout assaut frontal suicidaire. Il avait consulté ses cartes et ses officiers d'artillerie. Il l'avait assuré que les canons navals britanniques avaient une portée effective maximale de 19 km. À 24 km à l'intérieur des terres, Mayer était intouchable. Selon tous les manuels d'artillerie existants, selon 20 ans de doctrine militaire, selon les lois de la physique elle-même, il était en sécurité. Mayer se préparait à tendre une embuscade à l'avancée britannique et à les repousser vers les plages. Il s'attendait à ajouter une autre victoire à son palmarès de croix de chevalier. Mais Mayer faisait une erreur de calcul fatale. Il pensait être protégé par les lois de la physique. Il ne réalisait pas que l'ennemi avait appris à plier ces lois. Dans les 24 heures, il verrait son élite divisée effacée de l'existence. Non pas par des chars ennemis, non pas par un assaut d'infanterie, mais par une force qui n'aurait pas dû pouvoir l'atteindre du tout. Quelque chose qui défiait tout ce qu'on lui avait enseigné. Quelque chose qui attendait déjà au-delà de l'horizon. La 12e division SS Panzer n'est pas une unité normale. C'est une déclaration politique forgée dans l'acier. Les soldats ont à peine 18 ans, élevés entièrement sous le régime nazi, nourris d'un régime d'idéologie et d'agression tactique. Ils sont intrépides, à la limite de l'imprudence, mais leur équipement est terriblement réel. Ils possèdent plus de 150 chars, dont le redouté Panther V et le Tigrin. Pendant des semaines, ils ont tenu la ligne à Caen. Le général Bernard Montgomery a lancé blindés et infanterie contre eux, et à chaque fois la 12e SS les a repoussés. La ville de Caen est devenue un symbole de l'impasse. Pour le haut commandement allemand, cela prouve que l'esprit combattant arien peut retenir la marée alliée. Mais les Britanniques ont un problème. Le bocage, les haies sont des forteresses naturelles, des murs de pierre, des chemins creux et des racines épaisses rendent les assauts de chars traditionnels suicidaires. L'artillerie de campagne, les canons standards de 25 livres utilisés par l'armée britannique sont efficaces contre l'infanterie à découvert, mais contre des panthers enterrés, ils sont comme jeter des cailloux contre une porte de coffre-fort. Les obus rebondissent sur les plaques de glacis ou explosent inoffensivement dans les arbres. Mayer connaît cette limitation. C'est la pierre angulaire de sa stratégie. Il a déployé ses chars en défense en profondeur, les gardant camouflés dans des granges et des chemins creux. Il compte sur le fait que les Alliés n'ont simplement pas d'armes capables de frapper une cible ponctuelle à 24 km à l'intérieur des terres, avec suffisamment d'énergie cinétique pour fissurer un char. Tigre. Mayer consulte sa montre. C'est le soir du 7 juillet. Le front est calme. Il écrit dans son journal, confiant que l'attaque britannique, quand elle viendra, sera brisée par son écran anti-char. Il dort profondément, entouré des épais murs de pierre de l'abbaye. Il se sent invincible. Il ne sait pas que l'opération Charnwood a déjà été autorisée et que les planificateurs ne sont pas intéressés à le contourner. Ils ont l'intention de l'écraser depuis la mer. Ils ont appelé le Rodney. Le HMS Rodney est une curiosité de l'architecture navale. Construit dans les années 1920, il semble déséquilibré, presque laid aux yeux d'un marin traditionnel. Toutes ses tourelles principales sont regroupées à l'avant du pont, mais il transporte quelque chose qu'aucun commandant de char allemand ne peut comprendre. Il transporte 9 canons de 406 mm. Ce ne sont pas des pièces d'artillerie au sens de l'armée, ce sont des instruments de changement géologique. Chaque canon mesure 10 à 8 mètres de long et pèse plus de 100 tonnes. Quand il tire, il ne propulse pas seulement un obus, il comprime l'air avec suffisamment de force pour briser les fenêtres à plus d'1,5 km. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'abbaye d'Ardenne, Mayer examine des rapports de renseignement avec son officier d'opération, Hubert Mayer. Il regarde la carte. L'officier d'opération pointe vers la côte. Le tir naval a cessé, monsieur. Il manque probablement de portée pour soutenir une poussée à l'intérieur des terres. Mayer hoche la tête. Il fait confiance aux spécifications. Il sait que les canons navals tirent sur une trajectoire plate. Pour le frapper à 24 km à l'intérieur des terres, ils auraient besoin d'une élévation impossible.
Mais l'équipage du Rodney connaît une astuce qui n'est pas dans les manuels allemands. Le capitaine ordonne d'inonder les ballastes d'un côté du navire avec de l'eau de mer. Lentement, délibérément, le massif cuirassé commence à gîter. Il s'incline artificiellement d'un côté. Cette gîte incline tout le pont, et surtout, elle augmente l'angle d'élévation des canons de 406 mm de quelques degrés seulement. Ces quelques degrés ajoutent des kilomètres à la portée. C'est un bricolage industriel brut, mais ça marche. Au plus profond du navire, la table de contrôle de tir Admiralté, un ordinateur analogique mécanique de la taille d'une pièce, recalcule la solution de tir. Il prend en compte la nouvelle gîte, la vitesse du vent, la rotation de la Terre et la température de la poudre cordite. Cet ordinateur permet au Rodney de placer un obus d'1 tonne dans un court de tennis à 32 km de distance. Kurt Meyer pense qu'il est protégé par les lois de la physique. Il a tort. Il attend simplement que les calculs soient terminés. De retour à l'abbaye d'Ardenne, l'aube se lève le 8 juillet. Le sol commence à trembler. 450 bombardiers lourds apparaissent au-dessus de Caen. Le bombardement de tapis commence. Pour les jeunes soldats de la 12e SS, c'est un spectacle terrifiant. Ils se recroquevillent dans leurs trous de combat, priant pour que ça se termine. Le bruit est assourdissant, mais Meyer est un vétéran. Alors que les bombardiers partent et que la poussière retombe, il émerge. Il évalue les dégâts. Oui, la ville brûle, mais ces chars, ils sont en sécurité. Les bombardiers manquent les cibles fortifiées. Meyer rassemble ses hommes. Au canon, crie-t-il. Ils vont venir maintenant. L'infanterie britannique commence à avancer. Les chars de Meyer ouvrent le feu. Le rythme familier de la bataille prend le dessus. Le craquement du 88 mm, le claquement des mitrailleuses. Meyer se sent à nouveau en contrôle. Pendant un bref instant, Meyer se permet de ressentir de l'espoir. Son écran défensif tient. Les Shermans britanniques brûlent dans les champs. Ses artilleurs trouvent leur rythme. Il regarde un jeune Oberscharführer, à peine 19 ans, recharger son 88 mm avec une précision mécanique. C'est ce que produit l'entraînement allemand. C'est à quoi ressemble le courage. Meyer contacte par radio ses commandants de bataillon. Tenez les positions. Laissez-les venir à nous. Il est confiant. Les Britanniques n'ont pas de réponse à son blindage enterré. Il a vu ce schéma auparavant en Russie, en France. L'ennemi attaque, perd des chars et se retire pour se regrouper. Il s'attend à la même chose ici. Puis l'opérateur radio sur le HMS Rodney reçoit les coordonnées. Cible, concentration de blindés, carré de grille 44 à 92. Le mot de code est donné. Le navire tremble violemment alors que la première salve quitte les canons. Sur le pont du Rodney, les équipes de canonnage rechargent déjà. Ils travaillent en silence, se déplaçant comme les pièces d'une machine. Chaque obus est tissé depuis la soute par des treuils électriques. Chaque charge propulsive est soigneusement positionnée. Le processus prend moins de 30 secondes. Au moment où la première salve atterrit, la deuxième est déjà en préparation. C'est la guerre industrielle. Pas d'héroïsme, pas de discours, juste le processus. Maintenant commence la minute la plus longue de la guerre pour la 12e division SS Panzer. Il faut environ 60 secondes pour que les obus parcourent la distance de 32 km. Là-haut dans la stratosphère, les obus atteignent l'apex de leur vol. Ils traversent un air glacial et fin. Pendant un instant, ils pendent dans un silence absolu. 3 cylindres d'acier massif pesant chacun autant qu'une petite voiture suspendue contre le ciel bleu. En bas, dans le bocage, la vie continue dans des détails banals. Un chargeur allemand essaie d'ouvrir une boîte de viande. Un opérateur radio règle les parasites. Kurt Meyer essuie la poussière de l'objectif de ses jumelles. Ils n'entendent rien. Les obus voyagent plus vite que la vitesse du son. Le bruit du tir a été laissé derrière il y a des kilomètres. C'est une pensée terrifiante. La mort qui vient pour eux est silencieuse. Il n'y a pas de sifflement d'avertissement, pas de cris montant comme les mortiers entrants. Juste le vent dans les arbres et le claquement lointain des tirs de mitrailleuses. Les lois de la probabilité ont déjà été suspendues. Les coordonnées sont verrouillées. La gravité prend le relais. Les obus commencent leur descente, accélérant, hurlant vers la terre à 2 fois la vitesse du son. Kurt Meyer lève les yeux. Peut être qu'il voit un éclair. Peut être qu'il ressent le changement de pression atmosphérique. Ou peut être, pendant une seconde, il se demande simplement pourquoi les oiseaux ont cessé de chanter. Et puis le monde se termine. Les premiers obus atterrissent près du village de Frankville. Meyer est projeté contre le mur de son poste de commandement. Le sol ne tremble pas seulement, il ondule comme de l'eau. Dehors, un char Panther pesant 45 tonnes est soulevé dans les airs et retourné sur sa tourelle comme un jouet. L'onde de choc transforme l'air lui-même en arme.
liquéfiant les organes internes des soldats qui ne sont même pas touchés par des éclats d'obus. Mayer court à la fenêtre en essayant de voir d'où vient le tir. Il s'attend à voir des chars britanniques sur la crête. Il ne voit rien. Pas d'éclair de bouche, pas de fumée, juste la terre qui éclate en geysers de terre noire et de feu. D'où ça vient? Son adjudant hurle. Mayer n'a pas de réponse. C'est le tir mortel invisible. Les obus tombent à un angle abrupt, annulant toute sa couverture soigneuse. Ces chars, cachés derrière des murs de pierre pour les protéger du tir direct, sont vulnérables d'en haut. Les murs de pierre deviennent des éclats d'obus. Les granges s'effondrent instantanément. La panique commence à s'installer parmi les jeunesses hitlériennes. Ils sont entraînés à combattre les chars, ils sont entraînés à combattre les hommes. Ils sont prêts à mourir en combattant un ennemi qu'ils peuvent voir. Mais on ne peut pas combattre une équation mathématique. On ne peut pas riposter contre un navire qu'on ne peut pas voir. Un jeune Hunter Scharführer passe en trébuchant devant Mayer, les oreilles saignantes, les yeux sans mise au point. Il marmonne quelque chose à propos du ciel qui tombe. Mayer le saisit par le col. « Où est votre unité ?» Le garçon ne répond pas. Il s'est retiré quelque part à l'intérieur de lui-même. Quelque part où les obus ne peuvent pas l'atteindre. Mayer le laisse partir. Il n'y a rien à faire. La radio crépite avec des appels désespérés. Commandement, nous subissons des tirs d'une position inconnue. Demandons un soutien d'artillerie. Où est la Luftwaffe? Mayer ne connaît les réponses à aucune de ces questions. La Luftwaffe est partie, balayée des cieux il y a des semaines. Son artillerie ne peut pas contrebattre un navire à 32 km. Il est seul. Tout au long de la journée, le Rodney poursuit son travail. C'est méthodique, industriel. Il n'y a pas de passion là-dedans. L'observateur avancé appelle une cible. L'ordinateur mécanique ajuste l'élévation d'une fraction de degré. Les canons rugissent. 60 secondes plus tard, un point fort allemand cesse d'exister. Mayer essaie d'organiser une contre-attaque. C'est son instinct. L'attaque est la meilleure défense. Il ordonne à ses chars restants de se déplacer pour fermer la distance avec l'infanterie britannique, espérant que serrer l'ennemi arrêtera le bombardement naval. Mais même cette tactique désespérée échoue. Les observateurs avancés sont trop compétents. Ils ajustent le tir avec une précision chirurgicale, faisant marcher les obus de plus en plus près des positions allemandes, sans toucher leurs propres hommes. Mayer regarde avec horreur un Panther tentant d'avancer prendre un coup direct. La tourelle, une pièce d'acier durcie de 12 tonnes, est complètement arrachée de la coque et atterrit à 30 mètres. L'équipage n'a jamais eu le temps de crier. Ce n'est pas la guerre comme Mayer la comprend, c'est de la démolition. Les Britanniques ne combattent pas sa division. Ils la démantèlent pièce par pièce comme des ouvriers démontant une usine. La logistique du mouvement est devenue impossible. Les routes ont disparu. Ce ne sont que des séries de cratères de 12 mètres de large. Les camions de ravitaillement apportant carburant et munitions sont vaporisés avant de pouvoir atteindre le front. Les lignes de communication sont coupées. Mayer se tient près d'un cratère qui était autrefois un carrefour. Il regarde le métal tordu d'un camion de ravitaillement. Et à ce moment, le génie tactique réalise quelque chose de profond. Il ne perd pas une bataille. Il perd une guerre économique. Il regarde ses chars Panther. Chacun est un chef-d'œuvre d'ingénierie fabriqué à la main par des artisans allemands coûtant plus de 117 000 Reichsmarks et prenant des mois à produire. Puis il regarde le cratère. L'obus qu'il a causé a été produit en série dans une usine au Royaume-Uni ou aux États-Unis, coûtant une fraction de ce montant. Les Alliés peuvent tirer des milliers de ces obus pour le coût d'un seul de ces chars. C'est un compromis qu'il ne peut pas gagner. Il échange des diamants contre des pierres. La machine industrielle de l'Occident supprime simplement ses actifs coûteux avec des explosifs bon marché. Mayer pense au rapport de production qu'il a vu. L'Allemagne produit peut être 200 Panthers par mois, travaillant 24 heures sur 24, utilisant de la main-d'œuvre esclave des camps. Chacun nécessite de l'acier spécialisé, des optiques de précision de Zeiss et des moteurs qui prennent des semaines à assembler. Les Américains, eux, produisent 4000 chars Sherman par mois. 4000. Et bien que le Sherman soit inférieur dans un duel individuel, il n'y a jamais de duel individuel. Il y a toujours 5 Shermans, ou 10, ou un obus de cuirassé à 32 km. Les mathématiques sont impossibles. L'Allemagne essaie de gagner avec la qualité. Les Alliés ont choisi la quantité. Et la quantité, Mayer le comprend maintenant, a une qualité qui lui est propre. Il y a un autre calcul que Mayer fait, debout dans la fumée et le chaos. Le temps. Un Panther prend 6 mois à construire, de l'acier brut à l'arme finie. Un équipage entraîné prend 1 an à développer. L'obus qui vient de détruire les 2 apeux, être pris 6 heures à fabriquer et n'a nécessité aucune compétence pour être livré,
juste une coordonnée et un ordinateur mécanique. Les Alliés ne surproduisent pas seulement l'Allemagne. Ils surproduisent la capacité de l'Allemagne à remplacer les pertes. Chaque char que Mayer perd aujourd'hui prendra 6 mois à remplacer. Chaque obus que le Rodney tire sera remplacé demain matin. C'est l'arithmétique de l'extinction. Le soir du 8 juillet, la 12e division SS Panzer n'a pas été déjouée. Elle a été démantelée. Les survivants sont sous le choc des obus saignant des oreilles et du nez à cause des commotions. Les adolescents fanatiques qui voulaient mourir pour le Führer sont retrouvés errants, hébétés, incapables de comprendre ce qui les a frappés. Mayer est forcé de se retirer. Il a perdu ses chars, sa structure de commandement et la ville de Caen. Dans ses mémoires, il écrirait plus tard sur la Materialschlacht, la bataille du matériel. Il parlait avec amertume de l'injustice de tout cela. Il avait l'impression que les Alliés refusaient de mener une guerre appropriée. Des années plus tard, dans un camp de prisonniers de guerre, Mayer rencontrerait des officiers américains. Il les interrogerait sur le bombardement. Il hausserait les épaules. « Mission de tir standard », lui dirait l'un d'eux. « Nous avions 6 cuirassés au large de Normandie. Vous n'étiez que des coordonnées sur une carte. » Mayer n'a jamais oublié ces mots. Des coordonnées sur une carte. Son élite division, ses adolescents fanatiques, ses chars d'ingénierie de précision, tous réduits à une référence de grille et une solution de tir. Ce qui hantait le plus Mayer n'était pas la destruction elle-même, c'était l'indifférence. L'obus qui a tué ces hommes a été tiré par des marins qui ne les ont jamais vus, n'ont jamais connu leur nom, ne les ont jamais vus mourir. Il n'y avait pas de haine là-dedans, pas de passion, juste un processus mécanique répété jusqu'à ce que la cible cesse d'exister. Cela, Mayer l'a réalisé, était le vrai visage de la guerre moderne. Pas le duel des as, pas le choc des champions, juste des usines et des mathématiques et la froide logique de la production industrielle appliquée au métier de tuer. Et il avait raison. Les Alliés n'avaient aucune intention de mener une guerre appropriée. C'était le triomphe de la puissance industrielle occidentale. Alors que l'Allemagne construisait des chars à la main, les fabricants comme des montres suisses, les Alliés construisaient une machine logistique capable de projeter une puissance de feu massive à travers un océan. Kurt Mayer était un génie tactique. Mais le 8 juillet 1944, il a appris une dure leçon. Le courage ne peut pas arrêter un obus d'une tonne, la tactique ne peut pas vaincre la physique. L'ère du guerrier était terminée. L'ère de la puissance de feu avait commencé. Enterré dans les cratères autour de Caen se trouvait le mythe de l'invincibilité allemande, pulvérisé par la main silencieuse et invisible de la suprématie navale. Parce qu'à la fin, ce n'était pas le char britannique que le général allemand craignait. C'était la silhouette grise à l'horizon et le son de l'air se déchirant, annonçant l'arrivée de la Volkswagen volante.